Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. En octobre dernier, l'Université Jean Jaurès de Toulouse a accueilli l'acte 1 du colloque Création-Recherche en olfaction, organisé par les chercheuses designers Émilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin. Durant 3 jours, universitaires, professionnels et créateurs se sont penchés sur l'olfaction dans le territoire et dans le paysage de l'art et du design, sur le pouvoir des senteurs et les manipulations olfactives, et sur les transformations des métiers de l'olfactif. Olivier David est enseignant-chercheur en chimie organique à l'Université de Versailles Paris-Saclay. Il forme les apprentis parfumeurs, cosméticiens et aromaticiens du master FESAPCA à l'École supérieure du parfum. Il est également membre du collectif Né, co-auteur entre autres du Grand Livre du parfum. Julie Fortier, artiste plasticienne et parfumeuse indépendante, enseigne les arts plastiques à l'ESAB à Rennes. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM à Montréal. Son travail est régulièrement exposé dans des musées et centres d'art en France et à l'étranger. À travers leur projet collaboratif, Perfumare, Olivier David et Julie Fortier se sont intéressés au rayonnement solaire et à ses effets sur les matières premières, naturelles et synthétiques. Un thème au cœur de leur conférence, le souffle et la lumière. Merci d'être là. On va faire une présentation à deux têtes. On va vous faire sentir quelques projets aussi que j'ai pu faire en collaboration avec Olivier dans nos échanges. Et on va tout de suite commencer. Donc, on a commencé à travailler ensemble en 2014-15, où j'ai, de manière très cavalière, j'ai sollicité Olivier David pour retrouver des molécules qui disparaissent, odorantes, mais qui disparaissent très, très vite, parce que j'avais le désir de faire un parfum qui dure 5 minutes et qu'après, qu'il soit parti comme un fantôme. Et ce parfum, en fait, s'intitule La Collection, qui était une commande d'un collectionneur qui m'avait invité à faire une exposition. Et l'idée, c'était de faire un parfum qui représentait sa collection. Plutôt que d'illustrer les odeurs de ses photographies, peintures, sculptures, je suis plutôt partie du désir du collectionneur, parce que qu'est-ce qui fait une collection? C'est le fait de récidiver, donc d'acheter une œuvre, puis une autre, jusqu'à ce que ça se transforme en pathologie et qu'on puisse plus s'empêcher d'acheter des œuvres. Donc l'idée avec ce parfum, c'était de traduire ce désir un peu comme un shoot. Le parfum se présente comme un petit flacon qu'on peut porter sur soi. Donc c'est un flacon qui est plat, qu'on peut mettre dans la poche avec une pochette de soie, et on peut se faire un shoot et sentir le parfum et avoir ce désir. Et après, ce désir, il s'évapore et il disparaît tranquillement, très rapidement en fait. Et on est obligé, pour refaire l'expérience, on est obligé de récidiver. Voilà. Et donc, je suis allée voir Olivier pour pouvoir sentir toute une panoplie de molécules. Je te laisse peut-être parler des molécules. Donc, Julie est donc venue à Versailles, au laboratoire, et donc elle avait ce besoin de molécules odorantes que les parfumeurs n'aiment pas trop parce qu'ils s'évaporent très vite, alors que, évidemment, la qualité d'un parfum actuellement, c'est quand même d'avoir un peu de ténacité. Et on a mis le nez, pour le coup, dans les armoires du laboratoire pour utiliser ce que nous, en tant que chimistes, on considère un solvant. C'est-à-dire la matière dans laquelle on va faire une réaction. Alors, d'habitude, j'appelle ça un petit peu, c'est le liquide amniotique de nos réactions chimiques, puisque c'est en gros l'environnement qui va permettre aux molécules qu'on veut faire agir entre elles de bien faire ce qu'on a envie qu'elles fassent. Donc d'orienter en quelque sorte. Ce qui fait que pour nous, en quelque sorte, l'odeur de ces solvants, c'est un peu un parasite. On fait tout pour pas les sentir. Et là, on a fait exprès. On a trempé les mouillettes dans tous ces gros flacons. Et Julie a repéré un certain nombre qui pouvaient avoir des odeurs intéressantes, mais qui, effectivement, du fait que ce sont des molécules qui sont toutes petites, en fait, elles s'évaporent très, très vite. Et donc, Julie est repartie avec une batterie de choses. Et effectivement, c'est un peu là aussi, en quelque sorte, moi, que j'ai commencé à être formé pour sentir des parfums, ce qui est un métier d'évaluateur, ce qu'on appelle, pour lequel j'ai aucune formation, mais on peut se former sur le tas, notamment. Et donc, quand Julie est revenue
Et ça, c'est très important dans notre collaboration, c'est qu'il y a 2 phases, en quelque sorte. Il y a la phase où on travaille ensemble, et il y a la phase où Julie digère et transforme, en fait, les éléments qu'elle aura pu prendre au labo. Et donc, je me souviens, effectivement, quand elle est arrivée avec un certain nombre d'essais, dont un qui n'était pas très loin de ce que vous sentez là, on a eu vraiment cette sensation de jardin des Hespérides qu'on entrevoit et qu'on perd. Cette espèce de paradis, ce paradis perdu, où d'un seul coup, on a vu quelque chose, mais les portes se referment parce que l'odeur, ça y est partie. Et on n'a plus rien. Et ça fadit, il reste à peine un petit fantôme à la fin qui est une pâle trace de ce que ça a été au début. Voilà. Donc cette collaboration, elle est extrêmement précieuse parce que non seulement Olivier m'apporte son expertise en chimie, et parce que j'ai souvent des interrogations où moi, intuitivement, je pense à des choses, et Olivier fait « Ah oui, peut-être que j'aurais quelque chose pour toi ». Et donc, après, tu m'as fait sentir l'androsténol. Alors, juste pour finir, parce que là, il y avait... C'était une petite satisfaction d'orgueil de scientifique. Pour celui-ci, on a utilisé une astuce qui est vraiment chimique. C'est que les molécules odorantes, pour la majorité, sont ce qu'on appelle hydrophobes. Elles n'aiment pas l'eau. Et donc, d'habitude, les parfums, même ceux que fait Julie ou les parfums commerciaux, sont dilués dans de l'alcool à peu près à 90%, ça varie un peu. Et comme le but, c'était réellement de se débarrasser de ces molécules de manière assez rapide, en fait, Julie a ajouté de l'eau dans l'alcool pour faire en sorte que l'eau chasse les molécules et les pousse hors du support, en quelque sorte. Et c'est une idée qu'un chimiste peut avoir, et en fait, en pratique, ça a marché. Effectivement, elle a réussi à gagner quelques minutes d'évaporation en faisant ce truc-là. Et donc, le scientifique a dit, on réfléchit à des choses et de temps en temps, dans la pratique, c'est vrai. Ça marche. Et ce qui était assez marrant pendant que tu prépares l'androcénol, ce qui était assez intéressant dans la formulation, je travaillais avec des molécules avec lesquelles je n'avais jamais travaillé. Donc, j'avançais un peu dans un champ de mine, dans un terrain inconnu. Je ne savais pas trop comment ça allait se comporter, comment ça allait évoluer. Et j'ai construit aussi le parfum un peu à l'envers, parce que l'ingrédient qui est le plus persistant et le plus lourd, c'est la bergamote, alors qu'habituellement, dans une formule, la bergamote, c'est un ingrédient qui va s'évaporer très rapidement, qu'on retrouve en tête. Et là, il se retrouve à être le fond du parfum, parce que les autres molécules de solvant, qui, elles, avaient des odeurs plus cuirées, ont été utilisées en tête. Donc, il y a vraiment cette idée d'un parfum qui est monté à l'envers. Donc, la deuxième touche qu'on fait circuler... Alors, c'est l'androsténol. Alors, on vous donne le nom, parce que le nom vous dira absolument rien pour l'instant. Alors, ça rejoint une question qui a eu lieu lors de la table ronde et que je trouve absolument fascinante en parfumerie. C'est pourquoi on aime les odeurs de fleurs, de végétaux, alors que les odeurs qui sont sécrétées par ces plantes, ou même d'ailleurs ces animaux, ne sont pas destinées primairement aux êtres humains. Là, on vous fait sentir une odeur qui, pour le coup, est une molécule de communication entre êtres humains. Ça implique 2 choses, c'est qu'en fait, l'évolution nous a rendus extrêmement sensibles à cette molécule. Donc là, vous sentez une solution à 0,01%. Donc il y a extrêmement peu de cette molécule dans la solution. Et deuxième chose, c'est que l'évolution nous a tous rendus différents vis-à-vis de cette molécule. C'est-à-dire qu'on va avoir a priori là trois catégories de personnes. Une partie qui ne va rien sentir du tout, mais vraiment rien. On dit que vous êtes anosmique à l'androsténol. C'est en partie génétique, on pense. Il y a une partie qui va avoir des odeurs. Alors je vous laisse un peu que tout le monde le dise. Donc est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne sentent rien ? On dit ça sent le papier, ça sent l'alcool à la limite. Enfin, tout le monde est à peu près sensible. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un descripteur qui leur est venu assez vite ? Santal, boisé, santal. Voilà, ouais, transpiration. Est-ce qu'il y a des gens qui ont même carrément une odeur d'urine ? Un côté liquoreux ? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des odeurs herbacées ? Végétales, hein. Il y a des gens qui ont des odeurs herbacées. Alors je le fais aux amphis, à toutes mes étudiantes et étudiants des amphis de parfumerie. Donc ils sont à peu près une cinquantaine et je leur demande de donner les descripteurs. Il y en a qui vont me décrire la craie, ça sent une maison de retraite. Donc il y a un tiers de personnes qui va sentir une odeur qui est boisée, sentale, de transpiration. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui répondent ça sent l'homme. Et vous allez voir que pourquoi. Et un tiers qui va partir dans des descripteurs extrêmement variés. En fait, donc c'est une des molécules, mais la molécule principale qui fait partie de ce qu'on sécrète dans ce qu'on appelle la sueur axillaire, c'est-à-dire la sueur dessous de bras. C'est ce qu'on pourrait appeler la sueur propre, puisque ça n'est pas les odeurs qu'on peut avoir de vestiaire
qui sont celles en fait des bactéries qui digèrent la sueur. Ce sont vraiment des molécules que le corps humain sécrète pour communiquer avec d'autres espèces. On ne sait pas trop pourquoi. On sait que ça a un effet sur le cerveau. Et ça a même un effet sur le cerveau, alors même que quelqu'un qui le sent, si on diminue encore, on peut ne plus rien sentir, mais le cerveau, lui, le capte quand même. On ne parle pas de phéromones, parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle en biologie une réaction. Alors là, vous avez des cristaux d'androsténol, alors c'est important pour la suite. Donc là, on a des cristaux d'androsténol, on y reviendra tout à l'heure. Là, vous avez en fait, donc Julie l'utilise, on en a fait 1 demi-gramme, c'est une molécule qui coûte extrêmement cher, parce que c'est une hormone en fait. Et au laboratoire, une étudiante de chimie a mis en place 2 réactions pour fabriquer cet androsténol à partir d'une autre hormone, mais qui ne coûte quasiment rien. Et là, c'est le petit clin d'œil du chimiste. Vous avez là, en fait, en fond d'écran, ce qu'on appelle, nous, de la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, qui est pour nous, en fait, l'authentification qu'on a bien fait cette molécule-là. Je le dis parce que, pour le coup, c'est intéressant du point de vue des territoires. En fait, c'est une spectroscopie qui repère les différents territoires atomiques le long d'une molécule, tout simplement parce qu'en fait, chaque atome d'hydrogène, dans ce cas-là, il y en a beaucoup dans les molécules organiques, va être sensible au voisinage. Et le voisinage va modifier le signal qui va apparaître. Donc là, en fait, on a une cartographie. Alors, il faut savoir lire cette carte, mais cette cartographie de voisinage des atomes dans notre molécule. Évidemment, quand vous connaissez tous les voisins, vous savez quelle est la structure en entier. Et donc, cet androsténol, on ne dit pas que c'est une phéromone. Alors, pour un cochon, c'est une phéromone. C'est-à-dire qu'un porc va sécréter la testostérone, et la truie va avoir une réaction qu'on appelle stéréotypée, qui va être celle de la préparation à l'accouplement. Dans le cas de l'être humain, a priori, il n'y a pas de réaction, il n'y en a jamais eu jusque-là. On a une construction cérébrale qui fait que ces choses-là sont peut-être à l'état de vestige dans notre cerveau, mais il y a le cortex, en quelque sorte, met plein de barrières. On a tous là activé dans notre cerveau un certain nombre de zones qui nous rendent peut-être plus réceptifs, peut-être plus empathiques, mais on n'a pas une réaction stéréotypée, donc on ne parle pas de phéromones, mais pour autant, on a bien une communication chimique qui est designée pour un être humain, pour d'autres êtres humains, a priori. Alors, il se trouve aussi d'ailleurs que les gens qui apprécient ou n'apprécient pas la truffe, c'est certainement lié à la présence d'androsténol, et donc les gens qui sentent cette odeur comme agréable vont aimer la truffe, ceux qui ne l'aiment pas vont ne pas aimer la truffe. Alors on va vous remettre la photo des cristaux. Non, parce qu'après on parle des cristaux. On va faire sentir la rivière. La rivière. Pour vous montrer un L. C'est le L. Ouais, c'est ça. En fait, parce que quand Olivier m'a fait sentir cette molécule, j'ai fait « Wow, c'est incroyable, c'est magnifique ». Et surtout, en fait, que cette touche à parfum qu'Olivier m'a donnée est restée pendant 2 ans sur mon bureau. Incroyablement, je ne l'ai pas perdue. Mais pendant 2 ans, elle a senti. Donc, c'est une molécule qui a une tenue dans le temps qui est absolument phénoménale. Et donc, moi, je l'ai intégrée pour un autre projet, pour un projet qui s'appelle La rivière s'est brisée, où j'ai fabriqué, parce que ma difficulté en tant que plasticienne, c'est de trouver des formes pour faire sentir les odeurs. Et donc, j'ai conçu un immense collier de perles j'ai fabriqué des grandes perles de porcelaine qui sont pas tout à fait cuites. Donc, ce qui fait que la porcelaine reste poreuse et absorbe le parfum et le rediffuse dans l'espace. Et donc là, c'est un immense collier qui est brisé dans l'espace et qui diffuse le parfum qu'on est en train de vous faire sentir. Je suis partie du collier parce que quand ma grand-mère est décédée, j'ai hérité d'une rivière de perles. Et je me suis toujours interrogée sur la question, sur le statut du collier. Pourquoi on offre des colliers aux gens qu'on aime? Parce que j'ai toujours l'impression que le collier vient m'attacher, que c'est un peu comme une laisse. Pourquoi on intitule un collier une rivière? Et quel est ce rapport au paysage où on prend des éléments, des animaux, du paysage pour se parer? Et donc, dans cette question de la parure, j'ai voulu travailler sur la question de l'attachement. Et donc, dans le parfum que vous êtes en train de sentir, il y a à la fois de l'androsténone, il y a aussi de la pyrrolidine, qui est une autre molécule
qu'Olivier m'a fait sentir. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, où Olivier m'a mis une touche sous le nez et il m'a dit « Qu'est-ce que ça sent ?» Oui, ça sent la semence masculine. Voilà. Donc il y a toutes sortes de molécules qui peuvent rappeler des sécrétions ou une certaine forme d'intimité, qui sont aussi travaillées avec du santal et aussi de la camomille pour donner ce côté extrêmement poudré du parfum. Quand je travaille, en fait, je vais travailler beaucoup avec Olivier. On va avoir beaucoup d'échanges sur des molécules, mais je vais aussi faire des recherches sur des articles scientifiques. Et là, j'étais tombée justement sur un nouvel article scientifique sur le homing chez le saumon et que ça a été prouvé il y a pas tellement longtemps, il y a 4-5 ans maintenant, que le saumon utilise son odorat pour retrouver sa rivière natale, frayer et mourir. Donc c'est assez romantique et assez beau. Donc je trouvais que cette idée du homing, de rentrer chez soi, de travailler sur cet attachement à travers ces différentes molécules assemblées, ça me paraissait intéressant avec cette dispersion dans l'espace. Donc ça, c'était une des présentations à Clermont-Ferrand dans un centre d'art qui s'appelait Non-Breaking Space, la tôlerie. Donc les perles sont assemblées à chaque fois. Et après, on est revenu sur les cristallisations qu'on a fait aussi avec Clara, qui était là avec nous. On a fait beaucoup d'expérimentations parce que Olivier avait publié une image de cristallisation d'androsténone sur Internet. Et j'ai fait, mais c'est magnifique, on dirait une fleur, c'est incroyable qu'on arrive à voir la molécule. Et du coup, après, je suis allée avec Clara, en compagnie de Clara, on est allé faire toute une série de manipulations de cristallisation qu'on a colorées, qu'on a juxtaposées pour voir comment ça réagissait, pour voir en fait qu'est-ce que ces cristallisations pouvaient m'apporter en termes plastiques et quelles étaient les molécules qui étaient intéressantes. Je te laisse parler. Alors c'est vrai moi j'avais publié, parce que pour un chimiste, en fait, de faire des cristaux, c'est une manière de purifier une molécule. C'est-à-dire quand on a une réaction, malheureusement, on ne fait pas forcément que celle qui nous intéresse. Donc il y a une étape qui en général prend plus de temps, qui est de séparer la molécule qui nous intéresse de tous les autres sous-produits. La cristallisation marche très très bien et tous les chimistes adorent ça parce qu'il y a un côté très satisfaisant de se dire que d'un seul coup, le produit qu'on manipule, qui d'habitude sont des choses un peu incolores, dans lesquelles la matérialité, mine de rien, n'est pas si facile à appréhender, quand on a des cristaux, d'un seul coup, ça prend forme au sens propre. Et pour moi, il y a un double vertige. Il y a vraiment un double vertige. Il y en a un pour lequel Julie était plus sensible, moi c'en est un autre. Julie était extrêmement sensible à ce vertige entre le monde atomique, puisque la forme de la molécule à son échelle atomique détermine la forme du cristal qu'on voit, donc à l'échelle que nous on appelle macroscopique. Donc il y a un vertige d'échelle qui fait que, effectivement, pour nous c'est très utile parce que lorsqu'on a ces cristaux-là, on a des appareils qui, à partir du cristal, peuvent nous dire la molécule qui constitue le cristal, c'est exactement ça. Donc c'est un outil encore plus puissant que la résonance magnétique que je vous ai présentée avant, puisque là on a vraiment un cliché de la molécule quand on a des cristaux. Donc moi, je suis extrêmement sensible. Julie était extrêmement sensible. C'est peut-être moi parce que c'est pas mon quotidien, mais ça m'arrive assez régulièrement. C'est un vertige que Julie trouvait réellement très fertile pour sa recherche. De mon côté de chimiste qui s'est mis à l'olfaction, en quelque sorte, il y avait ce vertige en fait entre une substance odorante, donc qui d'habitude par essence est évanescente, notamment parce qu'on avait commencé en cherchant les molécules qui étaient le plus évanescentes possible. Et là, on a vraiment quelque chose qui est odorant, donc qui va s'évaporer, mais qui est constitué de cristaux qui, pour nous, constituent quasiment une sorte d'intemporalité, puisque quand on fait des cristaux, on a vraiment l'image de quelque chose qui est absolument solide, imperturbable. Et donc, ce vertige-là, moi, me parle énormément d'un cristal qui s'évapore et qui se diminue. Et donc, ces deux courts-circuits, en quelque sorte intellectuels, ont été fertiles et Julie a créé une installation avec ça. Une installation, en fait, qui s'intitule « Le jour où les fleurs ont gelé » et qui a un dispositif qui est très simple, qui est un verre de montre couplé à la même forme, le même dôme, mais cette fois-ci en porcelaine, encore cette fois-ci poreux, ce qui fait que ça maintient les cristaux plus longtemps que si on les avait laissés à l'air libre, mais ils s'évaporent doucement et passent à travers tout doucement la porcelaine qui, elle, va retenir l'odeur, même quand les cristaux vont avoir complètement disparu à la surface du verre, le parfum va être encore captif
dans la porcelaine et petit à petit va s'échapper tout doucement. Pour moi, c'est une manière très, très poétique, en fait, de pouvoir essayer de garder, en fait, de garder le plus longtemps possible ce qui est voué à disparaître. Et ça, c'est assez récurrent dans mon travail, de chercher en fait à garder, de travailler sur ce côté mémoriel en fait de l'odeur et que cette trace olfactive puisse rester le plus longtemps possible. Donc là, il y en a 3 qui étaient exposés à micro-ondes au centre de Vélizy-Villacoublay à côté de Paris. Puis après, j'en ai fait d'autres pour un autre événement artistique à la Défense qui était présenté à l'extérieur. Donc, le dernier projet dont on va vous parler, c'est j'ai été invitée par la Société du Grand Paris à faire une œuvre pour une station de métro qui va être la station de métro d'Antony-Paul en banlieue de Paris. Et là, j'ai dit, vous êtes sûr? Parce que moi, je fais des parfums et tout. Donc, ils m'ont dit, oui, on veut que tu travailles sur la façade. Donc, OK, d'accord. La façade fait quand même, je pense, c'est 400 mètres de long. Donc, voilà. Donc, vous voyez l'échelle et tout. Donc, comme j'ai un travail souvent de répétition avec des touches à parfum que vous avez pu sentir, je fais des installations où j'en colle des milliers et des milliers sur le mur pour créer des paysages. Là, j'ai retravaillé la brique pour créer un motif de volute de fumée qui court tout autour de la façade. Et ce motif a aussi une fonction parce qu'il y a certaines parties qui sont en moucharabie. Donc, il y a une partie où il y a des briques qui ne sont pas là pour assurer la ventilation du bâtiment. Et à l'intérieur, donc, il y a tout un travail de composition, de dessin, brique par brique. Après, les gens qui vont poser la brique vont bien s'amuser, mais on n'y est pas encore. Et à l'intérieur, je propose en fait de concevoir 8 parfums différents qui vont être diffusés dans 8 endroits différents de la gare à 8 moments de la journée différents. Donc, c'est-à-dire que dans le hall d'entrée, il peut y avoir un parfum qui va être diffusé à 9 h le matin. Sur le quai qui part dans telle direction, il va y en avoir un autre parfum qui va être diffusé à 11 h le matin, etc., sur toute la journée. Et l'idée pour ce projet, c'est là où on a commencé à collaborer avec Olivier, c'était de développer des nouveaux ingrédients qui soient aussi en relation avec le passé maraîcher d'Antony et qui soit signifiant par rapport à cet espace géographique. Et pour pouvoir concevoir les parfums, ce que je propose de mettre en place, c'est de rejouer une performance olfactive qui consiste à recevoir des gens comme dans un cabinet où ce qui va être les futurs usagers, pas tous, mais sur une semaine, je vais avoir un cabinet où je vais recevoir les futurs usagers qui vont pouvoir s'inscrire, qui vont me confier un souvenir olfactif. Et à partir de mon olfactorium que je vais amener avec moi, on va essayer de reconstituer ce souvenir olfactif. Et à partir de tous ces récits, je vais créer les 8 parfums. Donc, ça va être des paysages olfactifs, mais qui vont provenir de plusieurs souvenirs, de plusieurs horizons différents, parce que les usagers d'Antony, ce sont des gens qui viennent de partout à travers le monde. Donc là, Olivier fait sentir. Qu'est-ce que tu fais sentir? Alors, ce qu'on vous fait sentir, là, vous avez l'exemple de ce qui est le travail d'une extraction pour faire ce qu'on appelle une absolue. Alors là, c'était sur le panais, c'est le premier. Simplement, on ne va pas l'utiliser parce qu'il est irritant. Ouais. Donc, ce que vous êtes en train de sentir, qui est quand même assez puissant, c'est une absolue de cresson. C'est de cresson. Ouais. Donc, on a développé toutes sortes on a vraiment expérimenté plein, tout ce qui nous tombait un peu sous la main. Donc, ça vous donne aussi, on a cueilli aussi sur le site de l'université. Qu'est-ce que tu fais sentir? Tu fais sentir le pollen? Le pollen, oui. Ouais, le pollen. Enfin, le pollen. Donc, on a fait vraiment toutes sortes d'expériences qu'on ne pourra pas tous intégrer, bien entendu, dans le projet. Donc, mais ça vous donne un aperçu. Alors là, là on a la faine de... Alors, je peux vous faire sentir la faine de carotte, si vous voulez. Oui, la faine de carotte, oui. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'était de valoriser des déchets issus aussi de l'industrie agronomique. Donc, les fanes de carotte, sauf moi, parce que moi, je les mange, les fanes de carotte, je fais des potages. Mais la plupart des gens, on les balance, on les jette, ça part dans l'idéal au compost, mais pas toujours. Et en faisant un absolu de fanes de carotte, on s'est rendu compte que, en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Les causes de petits pois aussi, c'est fabuleux, mais c'est pas très stable, donc c'est difficile à utiliser, mais c'est sublime. Alors ça rejoint aussi alors c'est des travaux dont on ne peut pas vous parler parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il y a un des travaux que Julie a fait sur, en quelque sorte, capter le paysage
Alors, il y avait le côté saisonnier des paysages, avec ce que tu as fait au château d'Oiron. Et nous, en quelque sorte, du point de vue... Alors, parce que là, on a eu 3 étudiantes qui ont fait toutes ces manipulations, qui étaient extrêmement enthousiastes pour faire ça. Et on faisait ça, en fait, dans le campus de Versailles, qui est très arboré, dans lequel on a des sous-bois avec donc beaucoup de choses. Et en fait, on a fini par capter le paysage suivant les saisons de notre université, puisque quasiment tout... Bon, là, c'est le marché de Versailles, mais les végétaux qu'on a fait en grande partie, en fait, étaient ceux qu'on avait au pied du laboratoire. Et donc, je reproduisais en quelque sorte le travail qu'avait fait Julie au château d'Oiron à 12 moments différents de l'année. Donc ça, les images que vous voyez pendant que vous sentez les ingrédients qu'on a explorés, ça, c'était la performance Sushi que j'ai fait pour une semaine de performance à Nantes, où je recevais les gens qui m'apportaient souvent un récit qui était très succinct, souvent assez cliché. Ah oui, l'odeur de l'herbe, l'été, tu vois, ça c'est le souvenir qui revient tout le temps. Et petit à petit, en fait, comme je faisais sentir, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que si tu mets les 2 touches ensemble, qu'est-ce que ça fait, si on les bouge, qu'est-ce que ça fait, et en fait, plus ça allait, plus les gens rentraient dans leurs souvenirs et devenaient de plus en plus précis. Et c'était assez fabuleux. Il y avait une femme, je me rappelle, elle dit « je me rappelle de l'odeur de mon imperméable quand je faisais les vendanges et tout. » Je lui fais sentir des molécules. Je dis « non, pas du tout. » J'ai dit « on va se lever, puis on va bouger, on va faire le geste. » Puis là, on faisait le geste où elle remettait le... Et elle dit « ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. » Puis elle s'est mise à crier dans le cabinet. C'était assez phénoménal. Et pour celui-là, le dernier, ce qui était assez beau, c'était un homme qui était arrivé avec juste une phrase. Je me souviens de l'odeur de la neige en haut des montagnes l'été. J'ai dit, ah oui, quelle montagne? Ah oui. Et sur le trajet pour arriver en haut de la montagne, est-ce qu'il y avait du thym? Est-ce qu'il y avait un sapin? Est-ce qu'il y avait de la pruche? Est-ce qu'il y avait ci? Est-ce qu'il y avait ça? Et petit à petit, en fait, on a refait toute son ascension ensemble. Et il était... moi, j'en parle, j'en ai encore des frissons parce qu'il était ravi parce que je lui avais rendu, en quelque sorte, l'acuité et la précision de ce moment qu'il avait tant apprécié, qu'il avait cristallisé sur une seule odeur qui était celle de la neige, mais on avait refait tout le trajet. Alors, ce qu'on vous a fait passer, c'est l'absolu de pollen. Alors ça, par contre, c'est vrai que même pour les parfumeurs, quand on leur donne la mouillette sans leur dire, ils tournent tout autour, on a du gâteau, on a plein de descripteurs qui peuvent venir en tête, mais on pense absolument pas à ça. Ouais. Biscuits, ouais. La vitamine. Il y a le côté vitamine. Il y a un côté vitamine. La roscorbine. Ouais, exactement. Donc l'idée pour les parfums aussi, pour la station de métro, comme l'éclairage dans les stations de métro du Grand Paris, vont se faire aussi en accord avec le rythme circadien des usagers. Donc j'ai voulu aussi aller dans ce sens-là et essayer d'exploiter des végétaux, des fleurs qui vont aussi avoir une floraison ou qui dégagent leur parfum au moment où le parfum va être diffusé dans le métro. Donc d'utiliser des fleurs qui ont une floraison le matin pour les parfums diffusés le matin et utiliser des fleurs ou des végétaux qui ont une diffusion de leur parfum le soir pour ceux qui sont diffusés le soir, pour essayer d'être au plus proche en fait de ce rythme naturel et pour créer en fait juste des flashs odorants. Il ne s'agit pas d'odoriser le métro au complet, au contraire, ça va être juste des nuages odorants de 5 minutes qui vont être diffusés dans l'espace avec des diffuseurs, les diffuseurs de José Martin qui sont très subtils et qui vont créer des nuages olfactifs qui après vont faire leur vie. Et c'est ce qui m'intéresse avec les odeurs, c'est que quand on diffuse les odeurs, après l'odeur c'est comme un fantôme en fait. Il fait sa vie, il va là où il veut et selon la température, selon l'humidité, selon s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, il va pas avoir le même comportement. Et c'est ce qui m'intéresse avec ce projet, c'est de créer des entités, presque des personnages dans le métro qui vont, j'espère, ça c'est mon souhait le plus cher en fait, c'est qui vont, j'espère, créer en fait du lien entre les usagers et créer des souvenirs communs pour faire en sorte que cette station de métro soit pas un non-lieu mais qui devienne un carrefour de relations qui deviennent signifiantes. Je prends l'exemple, quand on est dans le train SNCF, on salue pas toujours, même rarement, les personnes à côté desquelles on va s'asseoir. Par contre, si le train s'arrête, là, on va engager la conversation parce qu'il y a une anomalie. Et là, on va
engager une conversation, on peut même nouer des liens, se rendre compte qu'on a des affinités avec les personnes qu'on côtoie. Et l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit à la fois de l'ordre du soin, de l'ordre du bien-être et de l'ordre du récit, en fait, qui deviennent signifiants. Voilà. Pardon. Il y a une des histoires qui m'avait beaucoup touché quand on a démarré... Je veux bien de l'eau. Ouais. Quand on a démarré le projet, c'est dire il y a une des 8 odeurs qu'on va faire un peu spéciale, peut-être. Ça serait l'odeur du quai. Parce qu'il y avait l'idée que peut-être ça serait joli. Ouais. C'est-à-dire qu'il y ait une des odeurs qui est diffusée, qui puisse être en quelque sorte emprisonnée dans la rame quand elle arrive à quai et partir avec les usagers. Ouais. Ce côté en fait de nomadisme, de nomadisme de l'odeur. Et c'est vrai que c'est extrêmement important parce qu'il y a le côté technologique qui va permettre à la poésie de se déployer. Effectivement, les diffuseurs de Sigmacom permettent d'avoir cette idée qu'une odeur vient vers vous. C'est que vous n'êtes pas d'un seul coup, vous n'arrivez pas dans une ambiance, puisqu'il y a vraiment ce côté construit, dans une ambiance et dans lequel vous ne pouvez pas vous échapper de cette odeur. Là, les diffuseurs font en quelque sorte que vous avez un nuage qui passe, vous croisez un sillage, mais vous n'êtes pas pris par ce sillage. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un côté subtil, donc il y a un certain nombre d'usagers qui ne vont pas percevoir cette odeur, mais on n'est pas dans l'imposition d'une odeur. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est que dans tous les travaux de Julie, il y a cette idée de créer une anomalie quand même, mais de ne pas imposer ou de ne pas déstabiliser, parce qu'on sait très bien que les odeurs peuvent d'un seul coup, de manière très personnelle, créer des émotions très fortes et même violentes, et qu'il y a donc une pudeur vis-à-vis des usagers à avoir. Notamment, c'est la puissance des parfums qui va jouer là-dessus, mais pour vraiment faire que cette expérience soit au plus proche d'un quotidien. Mais que simplement, ce quotidien, on l'a un tout petit peu twisté, parce que on est dans une gare, on ne s'attend pas à sentir une odeur qui ne sera pas forcément très réaliste, je pense, mais ça, c'est son travail. Ça ne sentira pas forcément la soupe au cresson ou la soupe aux fèves de carottes, mais qu'il y a vraiment ce côté d'entrer doucement dans l'univers de l'usager. Nous, en tout cas, on s'amuse beaucoup. On s'amuse bien et apparemment, on ne dévoile pas parce que c'est un partenariat qui est en train de se créer. On aimerait bien que ça aboutisse parce que ça aiderait beaucoup Julie dans son travail, mais il y a une société de composition qui trouve ça effectivement très intéressant et les professionnels qui font de l'extraction de matières très, très connues en parfumerie disent pour nous, c'est une fenêtre ouverte. On n'a pas le temps de faire ça, mais c'est une bourrasque en quelque sorte dans nos habitudes parce que effectivement, vous allez emprunter des chemins buissonniers et faire de l'absolu. Le panais était vraiment bien, c'est dommage. Ah, c'était très beau. Magnifique. De l'absolu, on va essayer. Alors, il y en a, entre-temps, ils ont sorti, il y en a une société qui a sorti de l'absolu de popcorn, par exemple. Ouais, il paraît que c'est très beau. Et donc, on ne s'est pas limité. On a fait de l'absolu de baie de goji, on a fait de l'absolu d'épinard, on a fait de l'absolu CBD aussi. De CBD. Il faut quand même penser à la détente. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce côté... Alors, sachant qu'en plus, il y a ce côté qu'on est surpris. Ouais. On voulait capter l'odeur des fleurs de châtaignier. Je ne sais pas si des personnes ici connaissent cette odeur très particulière. Oui. Sade en avait même fait un petit texte sur l'odeur de la semence humaine. Évidemment, ça n'a pas l'odeur que ça a quand on croise le sillage d'un châtaignier en fleurs, mais ça a un intérêt différent. Donc ça ouvre aussi en quelque sorte. Un parfumeur sait pertinemment qu'une absolue de rose ne sent pas la fleur de rose. C'est presque mieux pour lui, parce que c'est un élément de construction qui va lui permettre d'aller à des univers qui sont autres que le champ de grâce. Et nous aussi, on répète ça en quelque sorte. On peut être surpris. L'absolu de fan de carotte rappelle quand même la fan de carotte, mais l'épinard, par exemple, a des odeurs boisées, a des odeurs, odeurs rosées. Là, le pollen, vous voyez, ne rappelle pas forcément le nez sur une fleur qui ferait beaucoup de pollen. Donc, c'est que d'un seul coup, on explore des choses olfactives, mais en découvrant des facettes qu'on n'a pas forcément primairement. Voilà. On a débordé. Désolé. Comment on s'est fait faire Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.